Et on va commencer par regarder ce qui nous va nous intéresser ici, c'est-à-dire la séparation de notre échantillon entre un échantillon test et un échantillon d'entraînement. Donc pour comprendre le principe de la validation croisée, on va commencer justement donc par cette notion d'or échantillonnage. Il y a un peu d'abus de langage. En réalité, c'est des choses qui sont plus compliquées que ça, mais euh, déjà, si vous faites ça, ça va vous permettre d'aborder comment va cette question d'or échantillonnage. Donc là, l'idée c'est qu'on va séparer notre échantillon total en deux parties. Une partie qui va contenir 75% des données à peu près, et une autre partie qui va contenir 25% des données. Ça peut être 80-20, etc. Ça peut être 70-30. Je vous donne 75-25 parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent. Une fois qu'on a séparé notre échantillon entre un échantillon d'entraînement qui va être le plus gros et l'échantillon test qui va être le plus petit, on va estimer le modèle sur l'échantillon le plus grand. Donc on utilise l'échantillon d'entraînement, on va entraîner notre modèle sur cet échantillon-là, c'est-à-dire qu'on va lui donner un certain nombre d'observations, on va lui demander de déduire la relation entre les variables qui nous intéressent à partir de ces observations, et ensuite on va regarder ce que prédit le modèle pour les observations qu'il n'aura pas encore connues, c'est-à-dire les observations des variables explicatives dans l'échantillon de test dans les 25% restants. Ça, c'est des valeurs qu'il n'aura pas vues. C'est-à-dire que le point vert ici, on pourrait imaginer que c'est l'échantillon test, sauf qu'ici, il n'y a qu'une seule observation. Et donc l'idée, ça va être de regarder, quand je dis prédiction, c'est pour cette nouvelle valeur de y, ma variable explicative, quelle est la valeur prédite par le modèle, c'est-à-dire la valeur sur la courbe estimée dans l'échantillon d'entraînement. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on va comparer la vraie valeur qu'aurait dû prendre le point vert avec la valeur prédite par le modèle, et on va regarder si l'erreur entre ces deux valeurs, si l'écart entre ces deux valeurs est grand ou pas. Donc en illustration, qu'est-ce que ça donne? Donc là, j'ai défini 1000 points. 1000 points pour x qui prend une loi normale, et 1000 points pour y qui est défini linéairement par rapport à x avec un bruit que j'ai volontairement mis pondéré de manière assez faible pour que ce soit très franchement linéaire. Et donc, ce qu'on observe ici, enfin là je vous montre juste le nuage de points de la relation entre x et y, on a bien une relation négative entre ces deux variables, okay, qui est assez franchement linéaire. Enfin, ça a l'air d'être très linéaire. Et enfin, d'ailleurs, ça l'est parce que c'est comme ça que c'est défini. Et donc ici, qu'est-ce que je fais? Donc c'est des NP arrêts à chaque fois, hein. Donc je vais chercher 75% des valeurs de x que je stocke dans un nouveau arrêt que j'appelle xtrain. Donc en gros, mon échantillon des variables explicatives d'entraînement et mon échantillon des variables expliquées euh, d'entraînement. Enfin, de test, pardon. Je fais la même chose avec ma variable expliquée. Donc là, j'ai mon échantillon de la variable expliquée d'entraînement. C'est-à-dire que je vais utiliser cet échantillon-là et cet échantillon-là pour entraîner le modèle, c'est-à-dire pour estimer le bêta. Et ensuite, une fois que j'aurai estimé ce bêta, je vais regarder pour ces nouvelles observations que le modèle n'aura jamais vues, in fine. Ces nouvelles observations, est-ce qu'il arrive à prédire ces valeurs-là de y? Donc graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Là, en fait, en rouge, j'ai mon échantillon d'entraînement. Et en bleu, donc j'ai que 25% de points bleus en fait, j'ai mon échantillon test. Donc, quand je sépare les deux, ça me donne ça. Donc là, il y a moins de points. Mais l'idée, c'est que le modèle, il va estimer une droite sur ce nuage de points-là. Et on va regarder si quand on applique cette droite à ces points-là, est-ce que les écarts à cette droite-là sont grands ou pas. Donc comment on fait? Bah, en fait, je fais une régression classique. Donc ça marche, enfin c'est valable pour tous les modèles, tous les modèles. Là, c'est un MCO pour que ce soit plus simple, mais quels que soient les modèles que vous utilisez, vous pouvez faire ça.
C'est un MCO classique, si ce n'est que je prends ici mes échantillons d'entraînement. D'accord? Donc j'ai pas pris tout l'échantillon. Là, il y a toute cette partie-là que le modèle ne voit pas. D'accord? Quand j'estime mon modèle ici, je l'estime sur cet échantillon. Celui-là n'est pas vu par le modèle. SM add constante, hein, c'est pour ajouter une constante dans le modèle. Et donc, il m'estime une constante proche de 2 et un paramètre bêta proche de moins 0,6, qui sont les paramètres que j'ai fixés ici, de moins 0,6. Ok. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette droite MCO, donc je l'ai tracée ici, ok, et j'ai ploté mon échantillon test. D'accord, donc là j'ai juste redéfini en fait pour avoir les axes des abscisses et ordonnées. C'est peut-être pas très beau, il y a sûrement plus simple à faire, mais bon, c'est un petit peu de la bricole pour que ça marche. En tout cas, là on a notre droite MCO, et ici l'échantillon test. Donc ce qu'on voit, c'est que les observations dans l'échantillon test sont plutôt proches de la droite MCO. Donc a priori, l'erreur ici de prévision sera relativement faible. Et c'est ce qu'on calcule ici. Donc ici, on utilise le RMSE, donc c'est Root Mean Squared Error. Donc ici, c'est l'erreur faite par le modèle. Donc on voit qu'on est à 10%, donc c'est relativement faible. Ça s'interprète en gros comme 1 moins le R carré, quoi. C'est-à-dire que le R carré, il faut qu'il soit proche de 1 pour que le modèle soit bon. Bah là, l'erreur hors échantillon, en échantillon test plutôt, on veut qu'elle soit proche de 0. Plus on est proche de 0, plus le modèle sera performant à prédire de nouvelles valeurs de la variable expliquée. Ok, donc ce qu'on a vu jusqu'à maintenant est tout à fait applicable à le type d'économétrie que vous avez l'habitude de mener. C'est-à-dire que vous pouvez sectionner votre échantillon entre un échantillon test et un échantillon d'entraînement et tester la validité de votre modèle hors échantillon. Ce qu'il faut retenir, euh, c'est que cette démarche permet de tester donc la performance prédictive de votre modèle, que pour le faire, c'est quand même mieux d'avoir un certain nombre d'observations, c'est-à-dire que dans l'échantillon test qui va contenir 20% de vos observations, faut qu'il y en ait un certain nombre, mais pareil dans l'échantillon d'entraînement, si vous voulez que votre modèle soit performant, nécessairement faut qu'il puisse observer une relation, donc faut qu'il y ait un certain nombre de données. Et dans le cas d'essai temporel, on va être dans un cas un petit peu particulier, donc je vais revenir quand on fera le cas d'application à la fin. Ok, alors maintenant on va aller un petit peu plus loin, et ce qui suit va concerner principalement ceux qui veulent faire des mémoires l'an prochain, etc. Donc ça, j'empiète un peu sur l'an prochain, c'est plus des concepts pour vous. D'ailleurs, vous les avez peut-être déjà vus dans d'autres cours, mais disons que c'est pas nécessairement à connaître ou à appliquer pour votre projet. C'est pour les plus curieux d'entre vous. Donc ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez aller à la partie application directement. Alors ici, l'idée de la validation croisée, c'est que en gros, on va faire la même chose que avec échantillon d'entraînement et test, sauf qu'on va le faire plusieurs fois de manière aléatoire. C'est-à-dire que on va prendre 25% de l'échantillon, on va le mettre de côté, on va estimer la relation sur l'échantillon d'entraînement et la tester sur l'échantillon de test. On va renouveler cette opération, sauf qu'on ne va pas mettre de côté les mêmes 25% de l'échantillon, on va prendre aléatoirement d'autres observations. On va faire ça un certain nombre de fois. Et on va regarder du coup si en prenant en compte toutes les parties de l'échantillon, on va réussir à avoir un modèle qui, quelle que soit la partie de l'échantillon qu'on aura mis de côté, le modèle est-il capable ou pas de prédire justement ces valeurs qu'on a mis de côté. Donc pour ça, cette procédure-là, on va l'appeler la K-fold cross-validation. D'accord? Donc c'est une méthode qui est plutôt utilisée dans le cadre de l'apprentissage statistique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le machine learning. Parce que ce sont des méthodes qui font appel à ce qu'on appelle des hyperparamètres. Donc ce n'est pas des paramètres au sens classique du terme, c'est-à-dire qui vous donnent une idée de la relation et du niveau de la relation entre deux variables.
ce sont des hyperparamètres qui permettent de contrôler la qualité d'un modèle et de sa complexité. Qualité, c'est en gros comment éviter le surapprentissage d'un modèle, c'est-à-dire un modèle qui va trop coller aux données, qui sera justement pas capable de prédire quelque chose de valide pour de nouvelles observations. Et la complexité, là je simplifie énormément. Et la complexité, en gros, ça va être la complexité computationnelle, c'est-à-dire le temps de calcul qu'il va falloir pour estimer un modèle, parce que ce sont des modèles qui sont généralement utilisés pour des bases de données assez conséquentes. Voilà. Donc, et d'ailleurs, la cross-validation, comme on met de côté plusieurs fois et de manière aléatoire 25% plus ou moins de l'échantillon, bah justement, le fait d'avoir beaucoup de données, c'est un des critères qui fait que cette méthode est intéressante et valide. Ok, donc juste, bon, je vous ai juste mis quelques petits graphiques pour que vous ayez un peu une idée de comment ça fonctionne. Donc là, j'ai redéfini un certain nombre de variables x et y qui vont avoir des relations linéaires négatives toutes, mais pas à chaque fois les mêmes. Ce qui fait que on a un nuage de points global qui semble décrire une relation entre un y global et un x global négative, mais voilà, en fonction de ce qu'on va mettre de côté, c'est-à-dire que si je prends cette partie-là de l'échantillon, bah, je vais pas forcément pouvoir rendre compte de la relation négative. Donc l'idée, ça va être d'avoir un modèle qui, pour toute nouvelle observation, arrive quand même à déduire cette relation négative. Ok, donc comment je fais? Bah, en fait, tout simplement, je mets de côté à chaque fois 25% de mon échantillon. Donc ça, c'est mon échantillon total. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, là, dans une 5-fold cross-validation, je vais estimer la relation sur cet échantillon total moins celui-là. Et ensuite, je vais regarder l'erreur de prévision de ce modèle estimé là-dessus, moins ça, euh, avec justement bah, l'échantillon de test. Et puis, je vais voir si le modèle performe quand j'ai mis ces données-là de côté. Ensuite, je vais retirer ces observations, je vais faire la même chose, etc., etc. Là, la petite différence avec ce qu'il y avait tout à l'heure, c'est que j'ai mis de côté ce qu'on va appeler un troisième type d'échantillon, c'est-à-dire c'est l'échantillon de validation. Là, l'idée, c'est que j'ai mis, c'est pas forcément 25%, ça peut être moins, ça peut être 10-15%. J'ai mis 10-15% de l'échantillon de côté, de sorte que dans toute ma démarche de cross-validation, le modèle n'aura jamais croisé ces observations. Ce qui fait que si j'ai des points un petit peu atypiques de ce type-là, on va essayer de voir si ça fait bugger le modèle, quoi, en gros. Mais normalement, en étant passé par toutes ces étapes, je suis censé avoir retenu un modèle et des paramètres qui me permettent de prendre le plus en compte les cas atypiques de mon échantillon. Ok, bon, si c'est pas très clair, c'est pas très grave, mais c'était surtout pour vous donner un petit peu les intuitions. Je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous que ça peut avoir intéressé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Euh, voilà, donc bon, après on parle d'or échantillonnage, c'est un peu un abus de langage, mais disons que l'idée ici, c'est que euh, pourquoi ce type de procédures elles sont importantes? Parce que du coup, ça veut dire qu'on ne se focalise pas sur une volonté de décrire la relation entre des variables au sein d'un échantillon donné. Ça veut dire que si je regarde la loi de Kuhn entre 1950 et 1920 en France, que j'obtienne une relation négative, ce sera vrai pour les données que j'aurai observées. Mais ça veut dire que dans 10-20 ans, peut-être que cette relation elle sera fausse. Donc le fait de faire de la cross-validation avec d'autres années, etc., enfin, ou avec d'autres pays même, c'est quelque chose qui peut essayer d'ancrer un peu les lois économiques qu'on arrive à déduire des données de manière un peu plus universelle. Là, je mets des gros guillemets sur universel, parce que c'est pas dit que. Enfin, parce que l'économie n'est pas une science exacte, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour la cross-validation. Et je vais revenir sur ces histoires d'échantillons de test et d'entraînement dans un petit cas d'application
très simplifié, mais pour ceux qui ont envie de s'essayer à cette méthode, bah, je vous incite à suivre un petit peu cette démarche.